comprendre la Russie moderne, il faut vraiment connaître qu'est-ce que Pierre le Grand a fait à son pays. C'est incontournable. Québec, comme la ville de Trois-Rivières ou la ville de Montréal, sont des villes qui sont en fait beaucoup plus anciennes que la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. On a tendance à croire que les villes européennes sont des villes qui sont tous fondées plus ou moins bien avant les villes nord-américaines, mais dans le cas de Saint-Pétersbourg, c'est pas le cas. Et on va voir pourquoi. L'année de sa fondation, en fait, c'est 1703. Celui qui a fait les plans de la ville, c'est un Français qui s'appelait Alexandre Leblond. Et ça a été construit, en fait, dans les marais de la Neva, qui se trouve se jeter dans le golfe de Finlande, la mer Baltique. Et ça a été construit de force au coût de vie humaine absolument astronomique. On parle entre 200 et 300 000 personnes sont mortes à la construire. Ce sont surtout des soldats de l'armée vaincue de Charles XII, donc des Suédois, et des moudjiks, des pauvres paysans, en fait, russes, qui étaient des serfs, qui n'avaient pas vraiment de droit. Pourquoi est-ce que Pierre le Grand a insisté pour faire construire une ville à cet endroit précis? C'est parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, à cette époque-là, la Russie était engoncée dans ses terres. Et le seul point d'accès à la mer qu'ils avaient, pouvant donner accès à la mer Baltique, si on veut, ou la mer Méditerranée, c'était à travers le nord, la mer Blanche. Fait qu'il fallait qu'ils contournent toute la Scandinavie pour aller en Europe, par navigation. À cette époque-là, la marine russe, il n'avait virtuellement pas. Il n'y avait pas de marine en tant que telle en Russie. La véritable marine impériale russe a pris naissance avec Pierre le Grand. Et c'est toujours un détail qui m'a intéressé, c'est le drapeau de la Russie aujourd'hui, il a les mêmes couleurs que le drapeau du pays dont le premier bateau russe a été acheté. Et pourquoi? Parce que Pierre le Grand, il était fasciné par tous les métiers. Et on va le voir plus tard, là, il exerçait 14 métiers différents lui-même. Là. Alors, il était charpentier, menuisier, dentiste, name it. Il s'intéressait à tout ce qui était manuel, il faut croire. Et surtout les bateaux, les navires. C'était, un de ses très bons amis, d'ailleurs, était un amiral suisse du nom de François-Jacques Lefort, je crois. Mais enfin, bref, je me précède. Le premier bateau que la marine impériale russe a jamais eu se dénommait le Saint-Prophète et il a été acheté à la Hollande. Il a été livré au mois de juillet 1694 dans la mer Blanche, donc il a fallu qu'il contourne la Scandinavie. Pierre le Grand est allé dans ce petit hameau qui s'appelle Angels, excusez-moi la prononciation, pour le recevoir. Et quand il l'a vu arriver, il a proclamé qu'à partir de ce jour, donc je pense que c'était le 21 juillet 1694, à partir de ce jour, les couleurs du drapeau de son pays, la Russie, allaient porter des couleurs du drapeau qui se trouvait sur le bateau. Donc, c'était les couleurs de la Hollande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les couleurs russes sont les mêmes couleurs que ceux de la Hollande. C'est juste que les barres sont pas dans le même ordre. Peu après la construction de Saint-Pétersbourg et même pendant, Pierre le Grand a déplacé le siège du pouvoir, c'est-à-dire que c'était plus à Moscou que l'élite et les boyards et les nobles et les décideurs devaient être, ils devaient être à Saint-Pétersbourg. Et on parle quand même d'un bon voyage, parce que Saint-Pétersbourg, Moscou, c'est pas à porte. Là. Je pense que c'est, si je ne m'abuse, environ 600 km de distance. À vérifier, mais je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc, de force, il a délogé l'élite qui était habituée à Moscou, quoi. Il l'a déplacé à Saint-Pétersbourg pour vivre dans une ville en construction, en fait, qui donnait sur des marais, dont la crue des eaux était absolument terrible à chaque année, qui avait son lot de décès là, suite à ce climat naturel pénible, c'est-à-dire les crues des eaux. Mais Pierre le Grand a vraiment forcé l'élite à aller là, puis c'est de Saint-Pétersbourg qui vraiment dirigeait son empire. Il voulait absolument avoir un point d'accès à l'eau, à la mer Baltique, la fenêtre sur l'Europe, donc. Puis il voulait, à ce moment-là, vraiment être en contact avec l'Europe. Saint-Pétersbourg est une ville qui va connaître vraiment son apogée culturel, son développement, son essor majeur. Au niveau de parce que c'est devenu Saint-Pétersbourg une ville qui est un espèce de parangon de beauté en Europe. C'est vraiment une ville extraordinaire. Il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup de musées. On passe au musée de l'Ermitage et autres. Mais ça va venir 2 générations après avec Catherine la Grande. Catherine II de Russie, en fait. Il faut savoir que Catherine n'avait aucune goutte de sang russe d'ailleurs. Elle était 100% allemande.
Une chose assez particulière avec Pierre le Grand que les gens ne savent pas, c'est que Pierre le Grand, en fait, n'avait aucune goutte de sang royal. Ça, c'est quelque chose d'assez stupéfiant quand on étudie son histoire. Le tsar qui le précédait, le tsar Alexis, était en fait pas impotent, mais sa progéniture l'était. Donc, il n'avait pas une progéniture gaillarde et forte pour prendre les destinées de l'Empire, en fait. Il en était conscient, et à la fin de sa vie, il a demandé à son meilleur ami, le patriarche Nikon, qui est une espèce de pope du Kremlin qui mesurait 2 mètres, de ni plus ni moins, je ne sais pas s'il lui a demandé, mais je pense qu'il l'a favorisé, de faire en sorte que son meilleur ami, en fait, son bon ami, féconde sa jeune épouse, parce qu'il s'est remarié plus tard, le tsar Alexis, avec une jeune femme du Caucase du nom de Nathalie Narishkine. Mais c'est pas lui qui l'a, excusez-moi l'expression, mais fécondé, si on veut. Là. C'est vraiment son meilleur ami, un pope du Kremlin qui faisait 2 mètres. Et au hasard, Pierre le Grand, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à ce pope et il faisait 2 mètres aussi. Et puis, il y avait un caractère terriblement différent de toutes les autres, toute la progéniture qu'Alexis avait, en fait. Donc, Pierre le Grand n'a aucune goutte de sang royal. C'est assez incroyable. Il est devenu empereur de toutes les Russies, puis il a vraiment fait une cicatrice profonde, ou une brisure profonde entre l'ancienne Russie et ce qui va devenir, si on veut, la nouvelle Russie, celle qui va se tourner vers l'Europe, qui va se développer. Parce que Pierre le Grand a vraiment européanisé la Russie. Comme son père présumé, en fait, mais c'est pas vraiment son père, le tsar Alexis est décédé quand Pierre le Grand était jeune. Tsar Alexis qu'on appelait le paisible en passant parce qu'on croyait qu'il était assez doucereux avec son peuple, bien qu'il en avait fait massacrer des milliers, qui avait tué beaucoup de monde dans sa vie. Mais on l'appelait le paisible parce que son track record, si on veut, de sanguinaire était quand même beaucoup moins élevé que ses prédécesseurs et même que Pierre le Grand. Mais ça, on va y revenir. Donc, Pierre le Grand a été élevé en périphérie de Moscou avec sa mère, à Preobrazhenskoye, je pense, quelque chose comme ça. Preobrazhenskoye. Et là-bas, loin du pouvoir, loin de Moscou, assez loin en fait pour ne pas être impliqué dans les intrigues de Moscou complexes et les décisions à prendre, il habitait avec sa mère là-bas en périphérie de Moscou et là, il s'est développé une passion intense pour tout ce qui était militaire. Donc, il faisait de la navigation, il se construisait des bateaux à cette époque-là. Puis, il organisait aussi ce qu'on appelait des farces de bataille. C'était des fausses batailles, mais avec des vrais morts. Et on parle que même une de ces fausses batailles-là a réuni pas moins de 40 000 personnes, 20 000 de chaque côté. Puis, ça a laissé des dizaines de morts, plein d'estropiés. Puis, il faisait tout ça pour le fun. C'était assez intense. À l'extérieur du pouvoir, à l'extérieur de Moscou, quand il était adolescent, il s'est lié d'amitié aussi avec des gens de bas métier, donc qui est un garçon pâtissier, en fait, qui s'appelait Menchikov, le prince, qui va devenir, en fait, un de ses alliés, un de ses collaborateurs les plus près quand Pierre le Grand va prendre le pouvoir et pendant de nombreuses années. Personnage assez trouble, Menchikov. Menchikov va présenter à Pierre le Grand sa deuxième femme, qui était une servante de Livonie. La Livonie, ça se trouve à être, ce sont les pays baltes. Et aussi, ça va être un guerrier, ce Menchikov, tout aussi. Il va mener de front certaines batailles qu'il va remporter. C'était un bon soldat, un bon général. Par contre, il était fourbe, et puis il était corrompu à l'os, puis ça a créé beaucoup de problèmes aussi dans la gestion des affaires de l'État, quand il y avait certains dossiers à traiter. Mais ça, c'est une autre histoire. Aussi, il y avait d'autres étrangers comme Patrick Gordon, un Écossais, et puis il y avait aussi le fameux François-Jacques Lefort, qui était un amiral, en fait, et puis avec qui il va se lier d'amitié. Quand Pierre le Grand est devenu en âge de prendre le pouvoir, la régente, c'était sa demi-sœur Sophie, a décidé de ne pas lui concéder le pouvoir facilement. Elle a tenté de le faire assassiner, ni plus ni moins. C'est sûr qu'elle était conseillée dans cette basse œuvre par 2 de ses amants, parce qu'on raconte qu'elle en avait plus qu'un, Basile Golitsyn, mais surtout celui qui était le chef de la garde prétorienne, en fait, des Strelitz, je crois, à l'époque, Fedor Chaklovity.
Donc, ils ont tenté de faire assassiner Pierre le Grand avant que Pierre le Grand atteigne sa majorité, mais il a été prévenu par deux soldats, deux strélistes, comme si on peut parler des strélistes, c'est comme la garde impériale, qui ce sont des tireurs, des archers, des arquebusiers. C'est un corps d'élite qui a été fondé sous Ivan le Terrible bien longtemps avant. Et qui est aussi tout un sujet à explorer. C'était comme un État dans l'État, finalement, cette garde prétorienne, parce qu'ils jouissaient de privilèges comme une milice qui faisait régner la loi et l'ordre des fois, puis qui contestait le pouvoir aussi. Ça a créé beaucoup de problèmes pour Pierre le Grand, même aussi pour sa régente. Éventuellement, Pierre le Grand, quand il va prendre le pouvoir, il va les mettre au pas, puis il va carrément les éliminer. Il va en faire massacrer 4000, puis il va s'assurer que ça soit complètement dissolu après 170 ans d'existence, ces strélites. C'est une autre histoire, je fais un peu de digression. Mais essentiellement, il y a eu on a tenté de faire assassiner Pierre le Grand. Il a réussi à survivre à ça. Et en se réfugiant dans un monastère et en ralliant ses amis soldats, qu'on appelait d'ailleurs ses amuseurs. Ils ont un nom pour ça s'appelait les Potechny. Parce qu'on ne prenait pas au sérieux finalement ces fausses batailles qu'il organisait, mais c'était vraiment en s'entraînant de cette façon-là, ils sont devenus vraiment de vrais soldats capables de se battre puis de se défendre. Et c'est en utilisant ces gens-là finalement, puis aussi les gens qui étaient fidèles à Pierre le Grand, ou en tout cas à la passation des pouvoirs de façon normale, dans le gouvernement, en fait, à la cour russe, que Pierre le Grand a réussi à reprendre sa place puis à relayer Sophie dans un couvent pour le reste de ses jours. Sa demi-sœur Sophie, qui était régente, était une femme brillante. Elle écrivait des pièces de théâtre, elle aimait beaucoup la culture, elle était une femme fine d'esprit. Elle voulait pas finir sa vie dans un monastère. Fait que ça, c'est aussi une des raisons pourquoi elle a essayé de faire assassiner Pierre le Grand. Mais la vraie raison, c'est probablement ses amants qui allaient voir tous leurs privilèges tomber en ruine. Justement, après que Pierre le Grand a réussi à contrecarrer le coup d'État, en fait, contre lui, quoique c'était pas un coup d'État parce qu'il n'était pas encore au pouvoir à ce moment-là, mais on s'entend que sa demi-sœur a tenté de le faire assassiner. Quand il a réussi à remporter finalement, à ne pas se faire assassiner, puis à reprendre le pouvoir, puis à rallier tout le monde derrière lui, il a fait zibouiller tout de suite là, un de ses amants, celui qui était en charge de la garde prétorienne, Fédor Chaklovityi. Une des premières choses que Pierre le Grand a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle une grande ambassade. À l'âge de 20 ans, supposément, il n'en faisait pas partie, mais tout le monde savait qu'il faisait partie de la fameuse délégation de la grande ambassade, parce qu'il mesurait 2 mètres, puis il dirigeait tout le monde. Ils sont partis de Russie, sont allés en Autriche, ils ont traversé l'Europe, sont allés jusqu'en Hollande, sont même allés jusqu'en Angleterre. Puis le but de cette grande ambassade, il y avait plein de monde là-dedans, puis dont Pierre le Grand, c'était d'étudier, c'était d'apprendre de nouvelles mœurs, c'était de réussir à trouver les moyens de moderniser, si on veut, la Russie, de la faire évoluer, si on veut, d'un État où il y avait beaucoup de paysans et de servages, pour la faire progresser vers un développement économique et aussi scientifique et aussi militaire. Donc, durant ce grand voyage-là, Pierre le Grand a appris plusieurs métiers. Il a appris le métier de dentiste, il a appris le métier de menuisier. Pierre le Grand, il se targuait, en fait, il se vantait d'être capable d'exercer 14 métiers lui-même. Puis d'ailleurs, c'était très dangereux dans un banquet de s'asseoir à côté de Pierre le Grand ou pas loin parce qu'il pouvait inopinément vous explorer la bouche puis décider que vous aviez besoin d'avoir une dent arrachée puis il n'y avait pas moyen de négocier. La dent allait se faire arracher par Pierre le Grand parce que ça allait être un honneur. Donc, il était un peu dangereux à cet égard-là. Donc, cette grande ambassade a été marquante pour Pierre le Grand. Et quand il est revenu en Russie, il a commencé à faire toutes sortes de mesures qui ont bousculé les choses d'une façon très désagréable pour la majorité des gens. Premièrement, c'est que ce qu'il a fait, c'est qu'il a forcé les gens à se raser la barbe ou sous peine d'une taxe qu'ils devaient payer s'ils rentraient à Moscou avec une barbe. Il a forcé les gens à s'habiller comme des Européens, en fait, comme des Allemands.
Toutes sortes de mesures comme ça. Il a changé le calendrier. Il l'a mis grégorien il était byzantin avant, mais là, il l'a mis grégorien pour être au pas, si on veut, avec le calendrier qui existait à ce moment-là en Europe. Il a fait toutes sortes de réformes. Il a poussé pour que les choses deviennent un peu plus européennes dans son propre pays. Il est parti en guerre contre les Suédois, contre les Turcs. Une vie bien remplie. Une des choses qu'il a faites aussi assez rapidement, c'est sa première femme était une femme qui s'appelait Eudoxie, qui était pieuse et tout, et il l'a pris puis il l'a envoyé dans un couvent. Il faut savoir aussi que même avant sa première grande ambassade, il avait réprimé une des premières révoltes des Strelitz qui s'était produite sous son règne. Et ce ne sera pas la première fois, ils vont en réprimer plusieurs. Alors, je mentionne les Strelitz ou les Streltsy, comment on les appelle. C'était des tireurs, c'était des archers ou des arquebusiers, c'était un corps d'élite, un corps militaire d'élite, la première armée permanente, si on veut, de Russie, mais qui étaient des gens qui faisaient un peu à leur tête et puis qui menaçaient toujours le pouvoir en place parce qu'ils avaient des armes. Donc les boyards en avaient peur, mais ils avaient besoin d'eux quand ils partaient en guerre, et etc., etc. Pierre le Grand va les mater, ça ne sera pas très long. Il a soupçonné Sophie de son couvent de fomenter une rébellion contre lui. Il va en faire massacrer 4000, il va les exposer dans la ville. Donc c'était un type assez violent, en fait. Puis il pouvait aussi même, on raconte, assister lui-même aux tortures de ses dissidents. Disons qu'il n'appréciait pas beaucoup qu'on le contredise. Donc c'était un type assez dangereux. Il a même fait dans sa vie quelque chose de terrible, c'est-à-dire qu'il y avait un fils, qu'on appelait Alexis aussi, en fait, qui, avec sa première femme, Eudoxie, qui ne voulait pas nécessairement se ranger du côté de son père. Il ne voulait pas faire ce que son père lui disait de faire. Il critiquait les politiques de son père, puis il ne voulait pas faire ce que son père voulait, finalement. Fait que Pierre le Grand, il lui a donné un choix. Il a dit, soit tu fais ce que je dis, ou tu t'en vas toi aussi dans un couvent, dans un monastère. Et lui, il avait tellement peur de son père, il a dit, je vais aller dans un monastère moi aussi. Puis là, Pierre le Grand, il a dit, je te donne 6 mois pour y réfléchir. Pense-y bien. Mais pendant les 6 mois, son fils, supposément, il menait une vie de débauche. Il n'était pas vraiment à ses affaires, comme on dit. Il buvait de l'alcool, il frelatait. Il ne voulait pas vraiment assumer des fonctions qu'aurait assumé normalement le successeur d'un tsar. Pierre le Grand lui demande, il était en voyage à ce moment-là en Europe, en Hollande, je crois, il demande de le faire venir. Puis son fils, à ce moment-là, s'enfuit, décide de se réfugier chez Frédéric, j'ai oublié son nom, excusez-moi, mais il est allé en Autriche, chez une parenté éloignée, pour se protéger et pour se réfugier. Pierre le Grand n'a vraiment pas aimé ça, et quand il est revenu à Saint-Pétersbourg, il le fait revenir de force, soi-disant parce qu'il allait le pardonner et tout ça, mais finalement, ils l'ont enfermé dans la citadelle Pierre et Paul de Saint-Pétersbourg, puis son fils, il l'a tué carrément sous la torture. On raconte même qu'il était peut-être même présent quand ils l'ont tué. Donc, c'est pour vous dire qu'il a tué son propre fils sous la torture. C'est quand même pas un type délicat. Il était assez aussi brutal, sans qu'on sache, de façon anecdotique, dans ces espèces de banquets qui en finissaient plus. On raconte qu'il y avait une femme qui était enceinte, qui ne désirait pas prendre d'alcool. Pierre le Grand l'aurait forcé à prendre de l'alcool. Elle aurait donné naissance à un enfant mort-né. Pierre le Grand en aurait ri sans soucier. Il aurait forcé un vieux monsieur qui ne voulait justement pas participer à ces banquets parce que sa santé aurait été fragile. Il l'aurait fait déshabiller et puis aller s'asseoir sur les glaces de la Neva pendant 1 heure en plein hiver. Et puis le monsieur, le pauvre type, il en est mort de froid et ça faisait bien rire Pierre le Grand. Donc, c'était pas un type facile à dealer avec. On sait jamais comment il allait réagir et il avait vraiment... c'était un type dangereux, quoi. Parmi ces grands banquets, parfois, ils invitaient des diplomates étrangers, puis une des tactiques de Pierre le Grand, on raconte, c'était des saoulés à mort. Donc, ils pouvaient littéralement forcer les diplomates étrangers à boire, à n'en plus finir, et il leur disait toujours « bois et tu nous diras de belles choses ». C'est une façon de gouverner pour lui, de saouler le monde, pour écouter les secrets d'État de ce qui se passait en Europe. On raconte aussi que celui qui buvait le moins devait subir le supplice de la coupe du Grand Aigle. C'est une espèce de grosse fausse coupe statique
Stanley, si on veut, là, qui remplissait de vodka grasse. Puis souvent, c'était un pauvre diplomate étranger qui devait boire ça jusqu'à temps qu'il tomberait de mort sous, puis qui déblatérait tous ses secrets. Donc, Pierre Legrand était reconnu pour ça. Il était une espèce de terreur. Là. Ses banquets ne se déplaçaient jamais non plus sans ses nains. Il y avait tout le temps des amuseurs avec lui. Les gens ne savaient jamais sur quel pied danser quand il était là. Il pouvait se montrer d'une violence extrême ou d'une bonhomie absolument incroyable avec des rires aux éclats. Les gens avaient peur, quoi. Il y a une chose qu'on remarque aussi en Russie, c'est que l'emblème de la Russie, c'est un aigle bicéphale, c'est-à-dire c'est un aigle à 2 têtes. Donc, une des têtes regarde vers l'Est et l'autre regarde vers l'Ouest, donc l'Occident et l'Orient. Et ça, c'est pour symboliser la domination russe sur tout le territoire, en fait, de leur immense territoire. Mais aussi, dans leurs pattes, il y a une espèce de boule avec la croix là, qui représente l'Église orthodoxe, puis d'un autre main, il y a quelque chose qui représente plus le pouvoir militaire du tsar. Donc, c'est vraiment aussi supposé être un pays qui est gouverné avec 2 têtes, c'est-à-dire l'Église et l'État. Mais Pierre Legrand, c'est un autocrate parfait. Là. Il inventait des espèces de blasphèmes contre l'Église, des farces, des choses pour mettre l'Église au pas. Et vraiment, Pierre Legrand n'a jamais souffert de vouloir composer avec l'Église pour prendre ses décisions. Il a mis l'Église au pas quand il était au pouvoir, puis il a fait vraiment ce qu'il voulait. De façon aussi violente aussi, sa deuxième femme, Catherine, avait pris un amant. Et quand Pierre Legrand l'a su, il l'a fait décapiter, il a mis sa tête dans le formol, puis il l'a mis sur la table de chevet de nuit de sa femme, en lui disant qu'elle n'avait pas le droit de le toucher. Donc, c'était vraiment un type un peu dangereux. Ça, c'est plus au niveau anecdotique, mais ça reflète quand même son caractère. Mais au niveau plus large, au niveau étatique, il a fait des choses quand même importantes. C'est-à-dire qu'il a vraiment ouvert la Russie à l'Europe. Il a développé la marine russe de rien, là. Il a forcé la Russie, si on veut, à s'ouvrir au monde russe. Il a créé l'Académie des sciences en Russie. Il a fait en sorte que son peuple, en fait, évolue dans un certain sens au niveau des idées, au niveau de la science et au niveau politique aussi. Il a essayé de faire des réformes juridiques dans son propre pays. Ça a posé certains problèmes. Ça n'a pas été aussi aisé qu'il aurait voulu, on raconte. Mais dans le fond, le juridique, pour lui, ça s'arrêtait à lui. Là. Il prenait des décisions, il allait de l'avant. Une des choses qui l'a beaucoup miné, c'est que les gens autour de lui, même Tchikov en particulier et autres, abusaient un peu de leur pouvoir. Ils n'étaient pas vraiment des serviteurs fidèles à la cause de Pierre Legrand. Il était dans une certaine mesure, mais ces gens-là qui étaient proches de lui profitaient de leur position pour s'enrichir personnellement, pour négocier leur pouvoir, et c'était finalement un peu corrompu autour de lui. Ce qui le dérangeait beaucoup, mais par contre, il y avait quand même besoin d'alliés dans ses démarches, dans ses réformes. Donc, il tolérait, jusque dans une certaine mesure, ceux qui s'enrichissaient de façon frauduleuse autour de lui. Il en a châtié plus d'un, il en a envoyé quelques-uns en Sibérie, il en a tué quelques-uns aussi, mais essentiellement, ceux qui le servaient bien, ils pouvaient fermer l'œil sur le fait qu'ils s'enrichissent personnellement. C'est le cas du fameux Menchikov, qui d'ailleurs va connaître une fin un peu triste à la mort de Pierre Legrand, mais ça, c'est autre chose. Il est mort à l'âge de 52 ans, le 8 février 1725. Donc, il est mort quand même assez jeune, et ce qu'il a accompli est vraiment intense. Pour citer Henri Troya, « Avec le temps, les blessures que Pierre a infligées à son peuple se cicatrisent et les lignes essentielles de sa politique apparaissent dans une lumière d'éternité. » Donc, ce qu'il a fait a encore une portée jusqu'à nos jours. Vraiment, c'est clair. Il laisse derrière lui une Russie profondément modifiée, dont les échos se répercutent encore de nos jours. Les sillons qu'il a tracés dans l'âme russe produisent encore des fruits qui sont toujours recueillis et mangés de nos jours. Son règne est le pivot d'une énorme transformation dont les échos se font encore ressentir aujourd'hui. Je préfère vous lire cette phrase-là que j'ai écrite parce que je risque de la citer un peu de travers, mais je pense qu'elle résume bien l'impact qu'il a eu de son vivant. Il faut lire Henri Troya, l'auteur de la magnifique...
Juste pour vous donner le goût de lire cette biographie, j'aimerais vous lire Landau, parce que c'est bien écrit, puis ça résume bien en gros le personnage, et j'espère que ça va vous donner envie de vous procurer le livre et de le lire. Donc, derrière le livre de Pierre Legrand, d'Henri Troyat, il y a marqué « Colosse primitif, gorgé de sève, obéissant à des instincts élémentaires, Pierre Legrand, 1672-1725, que Catherine la Grande considérait comme son précurseur et son maître, s'est abattu sur son pays comme une tornade. Avec une énergie et une férocité incroyables, il a secoué ses compatriotes, bousculant toutes les traditions, coupant les barbes et les têtes, imposant des vêtements et des idées à l'européenne, apprenant lui-même tous les métiers, maniant le compas et la hache, arrachant les dents et construisant des bateaux, guerroyant sans répit contre la Turquie, contre la Suède, sacrifiant des centaines de milliers d'hommes pour bâtir Saint-Pétersbourg sur un marécage, mettant au pas l'Église, inventant des cérémonies blasphématoires, des farces énormes qui le faisaient rire aux éclats, jetant sa première épouse pieuse et docile dans un couvent et la remplaçant par une servante, une simple servante, maudissant son fils qui avait osé critiquer sa politique et le livrant au supplice sans le moindre remords. Il y a en Pierre Legrand un mélange de génie et de folie, de bouffonnerie et d'orgueil, qui fait de lui un personnage fascinant, dressé de toute taille sur le fond grouillant, barbare et mystérieux de la vieille Russie. Donc voilà, en gros c'est ça. J'ai écrit des notes de 5 pages, mais je dois vous avouer que j'ai sûrement, en essayant de le dire ad lib, omis certains passages, et c'est pourquoi je vous encourage à vous procurer ce livre, et je ne suis pas payé pour, là, c'est vraiment juste parce que j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je trouve que ça éveille les esprits, ça permet de comprendre la Russie moderne, puis c'est un livre fascinant à lire. Henri Troyat, très grand biographe. Donc sur ce, si ça vous a plu, je vous invite à faire le petit pouce, à partager la vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, si vous vous abonnez à la chaîne, que ça permet à la vidéo de vivre un peu plus. Donc sur ce, je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain portrait ou un prochain poème filmé, dépendamment de ce que je vais produire prochainement. Merci, au revoir.